moteur de recherche, si vous le regardez, c'est très simple en réalité, hein. Vous êtes une utilisatrice, un utilisateur, vous posez une question, vous allez dans un endroit où il y a une base, où il y a plein de documents, où il y a plein de pages web. D'accord ? Le système fait son travail, on va voir un petit peu comment il le fait, et puis il va vous donner des réponses. Elles sont exactement ce que vous voulez ou pas exactement ce que vous voulez, il vous les renvoie, et très souvent, en fait, vous recommencez le travail jusqu'à obtenir à peu près ce qui vous plaît. Voilà. Donc un moteur de recherche, c'est ça. Bon, évidemment, vous allez comprendre que pour faire ce travail, ben, c'est pas si simple que ça. Ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que les moteurs de recherche, ça s'inscrit dans un domaine des sciences et des techniques qu'on appelle la recherche d'information. C'est un domaine très intéressant parce qu'à une époque où on dit qu'il est très important de faire de la recherche pluridisciplinaire, ben la recherche d'information, c'est pluridisciplinaire depuis le début. Et ça met en jeu des gens, des bibliothécaires, des documentalistes, des informaticiens, des linguistes, vous verrez pourquoi. Et puis maintenant des gens des sciences cognitives. Parce que pour faire de bonnes recherches, il faut comprendre très correctement l'organisation des connaissances sur lesquelles on interroge. Un tout petit historique, hein. Le titre que je vous ai marqué ici, c'est la recherche d'information. Elle n'est pas née avec le web, elle est née il y a bien longtemps. Et cette petite flèche temporelle, elle vous montre un petit peu les choses. Les premiers qui se sont intéressés à faire finalement de la recherche d'information, c'est les bibliothécaires. Parce que quand quelqu'un venait chercher un livre dans une bibliothèque, ben, il cherchait un livre, je ne sais pas, sur tel sujet, l'astronomie, etc. Il fallait que la bibliothèque soit organisée de telle façon que les livres sur les sujets sur lesquels il les cherchait, il les trouve. Et vous pouvez voir qu'en 1876, il y a un monsieur qui s'appelle Dewey, et qui a proposé une classification, on peut dire, du savoir humain, hein, et qui a été utilisé pour classer le fonds documentaire des bibliothèques, et qui est encore utilisé dans les bibliothèques. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Après, on peut dire en 1945, il apparaît les ordinateurs. Évidemment, c'est des outils magnifiques. Vous comprenez bien que tous les gens qui jusqu'ici faisaient des fichiers cartonnés pour pouvoir trouver les choses dans les bibliothèques, se sont empressés d'essayer d'utiliser l'ordinateur pour décrire les fonds documentaires dans les bibliothèques et y accéder. Ben, on a mis du temps, hein. Alors je vous ai mis quelques dates, hein. On pourrait en mettre d'autres, hein. En 1960, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites pour faire de la recherche d'information correctement. Mais au début, pendant toute cette période, on a surtout fait ce qu'on appelle de la bibliographie en ligne. Donc on faisait des bibliographies informatisées, mais restreintes thématiquement. Il y avait des bonnes bibliographies en médecine, en tout ce qui concernait l'énergie nucléaire, le textile, etc. Et c'était des outils qui étaient faits fondamentalement pour les documentalistes ou pour des utilisateurs très avertis, parce que ce n'était pas si facile que ça à utiliser. La grande révolution, évidemment, c'est l'apparition de l'Internet, mais surtout, hein, parce qu'il ne faut pas confondre, hein, l'Internet c'est un réseau de transport, c'est l'invention du web. Hein. Il est intéressant de remarquer que le web il a été inventé par un physicien, pas par un informaticien, qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui a inventé le web en 1990, et très très vite, on s'est aperçu que si on mettait des moteurs de recherche sur tous les documents qui étaient présents sur le web, ce qu'on pouvait commencer à faire, c'était de la recherche d'information pour tout le monde. Et c'est ça en ce moment. Et d'ailleurs, souvent, quand on emploie le mot moteur de recherche, en général, les gens y pensent tout de suite moteur de recherche sur le web. Mais un moteur de recherche, ce n'est pas autre chose qu'un système de recherche d'information. On peut faire de la recherche d'information sur le web, mais on peut aussi faire de la recherche d'information dans des documents qui sont dans des fichiers de l'ordinateur. C'est les mêmes techniques. Après, il y a des problèmes de performance très importants dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, ce schéma, qui est un schéma très très classique de ce que c'est qu'un système de recherche d'information, on apprend beaucoup de choses si on le regarde. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est les documents que je veux interroger. Ce que vous voyez à droite, c'est les questions que je pose à ces documents. Alors, je pourrais me dire, c'est facile, hein, je pose ma question en français, par exemple, et puis je vais regarder les documents, et puis je vais attraper ce qui m'intéresse. Mais on ne sait pas faire. Hein. On a investi énormément de recherche dans la compréhension du langage naturel. On sait faire un certain nombre de choses, et quand on sait les faire, ça met beaucoup de temps. Donc on ne peut pas faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on fait d'habitude. On va chercher une représentation formelle des documents,
et une représentation formelle des requêtes. Et c'est au niveau de ces deux représentations formelles qu'on va faire le travail de la recherche d'informations. D'accord ? Donc, le passage d'un ensemble de documents à ce qui est sur l'ordinateur, ça s'appelle l'indexation. D'accord ? Je vais revenir après dessus. Ben, la requête, on l'a fait, c'est dans votre tête, si vous êtes français, la requête elle est en français, on l'a fait passer par le même filtre, ça va donner une représentation formelle de la requête, et c'est là qu'on va faire le travail. D'accord ? Et ce travail, il consiste à quoi ? Il consiste à prendre la requête, à interroger les documents sous cette forme-là, et à chercher ceux qui sont le plus proches possible de votre requête. Et vous comprenez bien que ça ne sera jamais exactement ce que vous voulez. Et tout l'art de la recherche d'information, elle est ici dans ce... c'est comment calculer la similarité entre une requête que vous vous posez et un document que vous interrogez. D'accord ? Et on a travaillé là-dessus. On peut dire que sur les textes, on a des techniques qui sont bonnes, et maintenant on travaille sur les images, sur les vidéos, sur la musique, etc. On réapplique les mêmes, pas exactement les mêmes techniques, puisque ce n'est pas les mêmes médias, mais la même façon de faire. D'accord ? Une fois que c'est fait, le système va vous donner des réponses. En réalité, il va vous donner des pages web ou des documents qu'il estime répondre à votre requête. Et le plus souvent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne va pas vous satisfaire. D'accord ? Et bien, vous allez passer par un cycle qu'on appelle de reformulation jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Donc, il faut bien avoir ce schéma en tête et bien comprendre que le crucial, une fois qu'on a choisi une façon de représenter les documents, c'est la recherche des bons coefficients, des bonnes formules de similarité. Alors, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Une dernière chose, je vous le dis tout de suite, pour le moment, ce qu'on sait bien faire, c'est prendre un document, analyser son texte et le transformer en un ensemble de termes. C'est tout. On ne s'occupe pas de la syntaxe, on ne s'occupe pas de choses comme ça. On y travaille, mais on ne sait pas faire ça de façon performante. Donc vous pouvez imaginer qu'en ce moment, un document, l'indexation, ça le transforme en un ensemble de termes. Je dis bien termes, je ne dis pas mots, vous verrez pourquoi. D'accord ? Alors, une chose aussi très importante à avoir en tête, c'est, puisque on ne peut pas obtenir exactement ce qu'on veut, eh bien, un moteur de recherche, on va regarder est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Et donc, on s'est donné des mesures assez simples, finalement, de la qualité d'une réponse faite par le moteur de recherche. Et on le définit en deux choses, qui sont la précision et le rappel. La précision, qu'est-ce que ça veut dire ? La précision, ça vous vous en rendez compte tout de suite. Vous regardez ce que vous rend, par exemple, Google, d'accord ? Et si les documents qu'il met en premier correspondent à ce que vous voulez, ben c'est qu'il est précis dans sa façon de faire. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le rappel. Parce que c'est pas... Google, même s'il fait bien le travail, qui vous répond, qui vous rend des pages web qui correspondent à votre requête, peut-être qu'il y en a plein qui correspondent aussi à votre requête, mais qui ne vous donnent pas parce qu'il ne les a pas trouvés. D'accord ? Donc le rappel, il mesure combien de documents, on appelle ça pertinent, un document qui répond à une requête, on dit que c'est un document pertinent. Eh bien, le rappel, ça mesure combien de documents pertinents j'ai ramenés par rapport à ceux que j'aurais pu ramener. D'accord ? Je ne veux pas insister sur les formules, etc., mais c'est deux mesures très très classiques en système de recherche d'information. Et d'ailleurs, les gens qui développent des systèmes de recherche d'information, plutôt qu'ils développent ces formules de similarité, eh bien, c'est à ça qu'ils jouent. Ils disent ma formule est meilleure parce qu'elle est meilleure en précision et parce qu'elle est meilleure en rappel ou parce qu'elle est meilleure qu'en précision. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ici, cette petite courbe, elle veut simplement vous dire qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Vous pouvez presque le comprendre. Si vous ramenez tous les documents, toutes les pages qui sont sur le web, vous aurez ramené aussi tous les documents qui sont pertinents. Seulement, il y en aura plein qui ne sont pas intéressants, donc la précision sera très mauvaise. Et quand vous voulez avoir une très bonne précision, en général, c'est que vous oubliez des documents pertinents. Donc on dit qu'on ne peut pas, c'est très classique, on dit qu'on ne peut pas avoir à la fois un bon rappel et une bonne précision. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est il y a plein de modèles pour prendre des documents et les transformer en un ensemble de termes, et puis ensuite pour calculer cette similarité.
Je vais vous en montrer deux. Ça vous montrera un petit peu qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on fait. Alors le premier, le plus simple, et il existe depuis très longtemps, c'est le modèle booléen. Alors, vous le comprenez très vite, voilà, ça c'est mon corpus de documents, mon ensemble de documents. Et puis c'est très simple, le document D1, il parle de physique et de chimie. Le document D2 aussi. Le document D3, il parle de physique et de mathématiques. Et le document D4, il parle que de chimie. Alors pourquoi je sais qu'il parle de ça? Parce que j'ai fait un travail très simple. J'ai regardé les mots qui étaient dans le texte de mon document. J'ai vu qu'il y avait physique. Et puis j'ai vu, en plus, on s'en servira tout à l'heure, que physique apparaissait 3 fois dans mon document, chimie une fois. Ici, physique apparaît une fois, chimie une fois, etc. etc. D'accord? Et avec le modèle booléen, je peux poser des questions avec 3 opérateurs principalement, le « et », le « ou » et le « sauf ». Par exemple, si je dis que je cherche des documents qui parlent de physique ou de chimie, mais pas de mathématiques, il va me dire D1, D2, D4 répondent à votre question. Alors vous pouvez me dire, c'est parfait, c'est impeccable. Si je pose que physique, il va me dire D1, D2, D3. Si je pose physique et chimie, il va me dire D1 et D2. Alors vous allez me dire, c'est bon, c'est impeccable. Mais non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, d'abord, il peut y avoir des documents qui ne répondent pas exactement à votre question, mais qui vous intéressent quand même. Il ne va pas vous les donner. D'accord? Parce qu'il est strict, on dit. Soit ça répond, soit ça ne répond pas. Ensuite, ici, je vous ai dit que le mot physique, il apparaissait 3 fois ici, il apparaissait qu'une fois ici. Vous pouvez vous dire, s'il apparaît 3 fois dans le document et une fois dans l'autre, c'est peut-être que ce document parle plus de physique que celui-là. Donc ça devrait apparaître dans ma réponse. Le modèle booléen ne prend pas en compte le poids des termes. D'accord? Et puis, c'est presque son plus gros défaut, c'est que, notamment quand vous interrogez le web, on parle en milliards de pages qui sont disponibles. Si les réponses ne sont pas classées, c'est inutilisable. D'accord? Le modèle booléen ne permet pas de classer les réponses. Il va vous donner tous les documents qui répondent dans n'importe quel ordre. C'est pour ça, pour ceux qui font un tout petit peu de maths, j'ai mis le signe ensemble ici. Il vous donne l'ensemble des documents D1, D2, D3. D'accord? Donc, le modèle booléen, il est bien parce qu'il est simple. Il est bien parce qu'on sait implanter des systèmes de recherche d'informations basés sur le modèle booléen qui sont efficaces. D'accord? Vous verrez que Google l'utilise en grande partie. Je vous montrerai à peu près les différences. Quand on constate qu'un modèle n'est pas exactement le bon, qu'est-ce qu'on fait? On en cherche un autre. Alors, il y a un monsieur, je vous l'ai cité tout à l'heure, monsieur Salton, qui était un professeur dans une des universités, je ne me rappelle plus laquelle, aux États-Unis, qui a mené toutes ses recherches, de toute sa vie de chercheur, sur la recherche d'informations. Et il a inventé ce qu'on appelle le modèle vectoriel. Bon, je ne vais pas rentrer dedans en détail. Simplement, je vais vous dire des choses qu'il a fait et qui sont considérées toujours comme très importantes. Alors, la première chose auquel il s'est intéressé, c'est justement, est-ce que je peux donner un poids aux termes qui décrivent mes documents? Il a pris quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, plus le terme apparaît dans un document, plus ce terme doit avoir un poids fort pour ce document. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'un terme, il apparaît dans tous les documents. Dans ces cas-là, il est moins intéressant. Supposez que votre corpus, c'est un corpus de documents sur la chimie. Évidemment, sur chacun des documents, il va y avoir le mot chimie. Si vous interrogez sur chimie, ça va vous donner tous les documents du corpus. Ce n'est pas très intéressant. D'accord? Donc il a dit qu'il faut combiner les deux. Et c'est une formule très célèbre qui dit qu'une bonne manière de mesurer le poids d'un terme dans un document, c'est de multiplier combien de fois ce terme apparaît dans le document et de diviser d'une certaine façon par le nombre de documents où ce terme apparaît. C'est une formule, on appelle ça TF-IDF, elle est très classique et très utilisée. Alors je vous ai juste montré sur... je ne veux pas rentrer dans les formules et tout ça, ce n'est pas très passionnant. Mais regardez ce petit exemple qui est en bas. Ici, je suis dans le modèle booléen. Vous voyez que mon document D1, chimie, elle a un point 1, physique, elle a un point 1, bien que physique apparaît 3 fois dans le document. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le poids n'est pas pris en compte. Si un terme apparaît, il a le poids 1, s'il n'apparaît pas, il a le poids 0. Si j'applique ma petite formule qui est ici, c'est mieux.
parce que vous voyez que chimie, dans le document D1, D2, D3, il a 1,3. Bon, c'est l'application de la formule. Mais vous voyez que physique, il a un poids 4. Pourquoi il a un poids 4? Parce qu'il apparaît que dans un des documents, donc il est très discriminant, donc on lui donne un poids fort. D'accord? Voilà. Alors, après, des formules pour calculer le poids des termes, il y en a plein. Il y en a, pour chaque formule, on a essayé de mesurer si elle est bien, si elle n'est pas bien, si elle est meilleure qu'une autre, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est important de savoir calculer le poids d'un terme dans un document. Voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais vous montrer ce que ça donne pour interroger. Alors supposez que ma requête, ce soit tout simplement de chercher des livres qui parlent de physique et de chimie. Eh bien, je vais dire que la formule de similarité, la plus simple que je peux prendre, c'est de dire que la similarité de ma requête avec un certain document, c'est le poids du terme physique dans ce document, plus le poids du terme chimie dans ce document. Et si je fais ça, ben, j'obtiens des choses intéressantes. Parce que vous voyez que si je pose ma requête physique-chimie, le document D1, il sort avec un coefficient de similarité de 5,3. Le document D4 aussi, donc ils sont ex aequo pour cette requête. Le document D3 avec 2,6 et le document D2 avec 2,6 et D3 avec 1,3, c'est le plus mauvais. Alors, je ne dis pas que ma formule est parfaite, mais vous voyez qu'elle commence à répondre aux questions que je me suis posées avec le modèle booléen. Parce que d'abord, j'ai un classement des réponses. Je vais donner mes réponses par ordre décroissant de similarité. D'accord? Voilà. Donc, j'ai fait des progrès par rapport au modèle booléen. Donc, beaucoup de choses qui ont été développées autour du modèle vectoriel sont extrêmement utilisées en recherche d'informations. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Après, vous avez on peut même rentrer dans des calculs de probabilité, des choses comme ça. Ce n'est pas mon but ici. Voilà. Alors, vous commencez à voir apparaître vraiment cette importance du classement des réponses. Alors maintenant, vous pouvez me dire, c'est bien gentil, vous m'avez dit qu'un document, je le réduisais à être un ensemble de termes. Comment je les trouve, ces termes? Parce que moi, mon document, c'est un texte de ce genre. Là, je vous ai pris un texte que j'ai pris dans Wikipédia, qui est un petit texte très joli d'ailleurs sur ce que c'est que la recherche d'information. Bon, je ne vous le lis pas, on ne va pas passer du temps là-dessus. Et mon but, c'est de prendre ce texte qui est ici et d'en sortir un certain nombre de termes. Et ce que je sors, je vous les ai mis ici. Alors pour faire ça, on fait plusieurs choses. On passe par une série de filtres. Le premier, très classique, c'est d'éliminer les mots vides. Les mots comme des verbes, des prépositions, des adverbes, des conjonctions de coordination, etc. Ils sont intéressants pour former des phrases, mais on ne sait pas interroger sur des phrases. Donc on va les enlever. On dit que c'est des mots vides par rapport à ce qui m'intéresse, qui est de chercher les termes qui ont un poids sémantique, qui ont vraiment un sens. On les enlève. Alors vous voyez, je les ai barrés ici, et je le barre, je le barre, je le barre, etc. Et ce n'est pas dur à faire. Pour chaque langue du monde, il existe maintenant des dictionnaires de mots vides. Donc c'est facile, on prend le texte, on le passe dans le filtre, et il ne reste que des termes. On n'a pas fini. Toutes les langues, les mots se déclinent. Alors plus ou moins, si c'est en allemand, ils se déclinent beaucoup, si c'est en français, ils se déclinent, notamment parce que les verbes se conjuguent. Alors vous voyez que ce n'est pas pratique. Donc on cherche, bon c'est un mot savant, on fait de la lemmatisation, on cherche à ramener chaque mot d'une phrase à sa forme canonique. Par exemple pour les verbes, ça va être de ramener l'infinitif du verbe. D'accord? Vous voyez que c'est ce que j'ai fait ici, je l'ai mis en gras. Permettre, il est sûrement écrit sous la forme permis, IS. Donc on ramène le verbe, on va mettre dans les termes que le verbe permettre. D'accord? Et ensuite, il y a un troisième point important là-dedans, c'est les mots composés. Parce que si, regardez, recherche d'information, je pourrais décider qu'il y a le terme recherche et puis le terme information. Mais j'aurais perdu un terme qui est important, qui est recherche d'information. D'accord? Donc ça, c'était une étape supplémentaire parce que c'est plus compliqué, c'est de reconnaître les mots composés. Alors il y a des jeux de dictionnaire, c'est pas si facile que ça, mais on a fait des gros progrès. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est que les choix qu'on fait
pour extraire les termes, il faut que ce soit des techniques qui soient entièrement automatisables. Comprenez bien que s'il y a 1 milliard de pages sur le web, je ne peux pas m'amuser de faire les choses à la main. Hein. Donc il faut avoir des techniques d'extraction des termes qui puissent être réalisées par un programme. Hein. Voilà. Si j'avais 100 documents, je pourrais faire les choses à la main et de façon bien meilleure, mais je ne peux pas faire comme ça. Donc, une fois que j'ai pris ce texte et je l'ai passé par le filtre qui est là, bon, je ne vous le détaille pas, j'obtiens ça. Et ça, c'est l'indexation de mon document. D'accord ? Alors, des fois, on peut faire d'autres choses, mais je vous en montrerai une autre qui est très importante et que vous voyez apparaître de plus en plus dans Google. On le regardera tout à l'heure. Une deuxième chose importante auquel on s'attaque depuis, je dirais, plutôt 7-8 ans à peu près, c'est de reconnaître ce qu'on appelle les entités nommées. Hein. Une entité nommée, c'est quelque chose, par exemple ici, hein, c'est M. Salton, c'est lui qui a inventé le modèle vectoriel, donc j'ai pris dans Wikipédia le premier paragraphe de la page qui parle de lui. Vous voyez que hein, ça dit que Gerard Salton, il est né à Nuremberg, il a travaillé à Cornell University et il a inventé il a développé le système de recherche d'information SMART. Vous voyez que ces termes que j'ai mis en gras, ben, ça m'intéresse de les prendre en bloc. Hein. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse de reconnaître que Gerard Salton est une personne, que 8 mars 1927 c'est une date, et non pas l'ensemble du terme 8, du terme mars et du terme 1927, que Nuremberg c'est une ville, etc. Et ça c'est très important. Vous comprenez que si vous êtes capable d'extraire ça très correctement, vous extrayez beaucoup mieux le sens d'un document. D'accord ? Donc cette partie-là, ça s'appelle reconnaissance des entités nommées. D'accord ? Bon, et on fait des progrès de plus en plus grands dans la façon d'extraire ça, et vous verrez que Google s'en sert de mieux en mieux. D'accord ? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben j'ai fait un bon travail. Hein. J'ai pris un document textuel. Hein. Je ne vais parler que de documents textuels, je ne parlerai pas d'images et de choses comme ça. Et ben j'ai transformé mon document en un ensemble de termes dont on peut dire qu'il représente assez bien le sens véhiculé par un document. Alors, une dernière chose sur laquelle qu'on sait qui est importante depuis très longtemps, mais sur laquelle c'est toujours pareil, hein, parce que c'est pas parce que vous savez que c'est important de connaître, ici je vais vous en parler, les relations sémantiques entre les termes, que je sais utiliser ça de façon performante dans mon moteur de recherche. Hein. Mais depuis très longtemps, on a développé ce qu'on appelle des thésaurus. Et un thésaurus, c'est quoi? C'est une organisation des mots d'une langue ou des mots d'un certain domaine, d'accord, en faisant apparaître notamment déjà les relations de généricité ou de spécificité. Par exemple, ici, je vous ai donné un petit thésaurus du sport. Vous voyez que le sport, ça peut être le sport de montagne, le sport nautique, le sport individuel, que le sport de montagne, ça peut être l'escalade ou le ski alpin, etc. Si mon moteur de recherche il sait utiliser un thésaurus de cette façon, mais mes requêtes vont être bien meilleures. Parce que si je dis je cherche les documents qui parlent de sport, hein, ou qui parlent qui parlent de sport de montagne, si je prenais que les termes, si j'avais un document sur l'escalade qui ne cite jamais le mot sport, il ne sortirait pas. Tandis que si j'utilise mon thésaurus, je pose ma question sport de montagne, comme il sait que l'escalade ou le ski alpin c'est un sport de montagne, il va aussi me donner les documents dans lesquels il trouve le mot escalade et dans lesquels il trouve le mot ski alpin. D'accord ? Donc, c'est très important de savoir utiliser les thésaurus. Et une relation importante aussi, ces deux relations importantes, celles que j'ai mis en bleu, hein, c'est les relations de termes associés. Bon, vous voyez que ski alpin, je peux dire que c'est associé à ski nautique. Ou ici les relations de synonymie, hein, que varap c'est synonyme avec escalade, et savoir s'en servir, c'est aussi important pour le moteur de recherche. Et maintenant, on commence à travailler sur des choses beaucoup plus sophistiquées, qu'on appelle les ontologies, parce que ce qu'on essaie, c'est de se donner un modèle des connaissances sur lequel on va porter les requêtes pour obtenir des réponses bien meilleures. Hein. Voilà. Donc je vous montre juste cet exemple. Des thésaurus, ça on sait bien faire, hein. Il existe des thésaurus maintenant sur à peu près tous les domaines du savoir humain, hein, et que les moteurs de recherche peuvent, s'ils en ont envie, utiliser. Avant d'attaquer Google, je voudrais bien que vous soyez conscient qu'il y a un moteur de recherche, il y a 3 aspects importants derrière. Hein. Il y a un point de vue, je l'ai appelé logique, ce n'est pas un bon mot, mais c'est le seul dont je vais parler ici, c'est est-ce que
l'indexation est bien faite, hein, c'est-à-dire est-ce que les documents, le sens que véhicule un document est bien décrit, et est-ce que le moteur de recherche me répond correctement à mes requêtes, hein. Moi, c'est que de ça dont je vous parle aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a deux aspects très importants. L'aspect, je l'appelais physique, hein, mais c'est les performances. Comprenez bien que vu, hein, j'ai parlé d'1 milliard de pages, c'est probablement bien plus maintenant, il faut que ça soit performant pour que vos réponses arrivent tout de suite. Et bien, il y a beaucoup de choses à travailler, hein. Il faut que, on va en reparler tout à l'heure, mais il faut que l'indexation, le web, il change tout le temps. Donc il faut indexer les pages tout le temps et très rapidement. La deuxième chose, c'est des capacités de stockage immenses. D'accord, hein. La troisième chose, c'est qu'il faut que quand vous posez une requête, elle vous arrive très rapidement sur votre machine, sinon vous allez faire autre chose. D'accord ? Et la dernière chose, je l'ai mise en gras, et ça devrait intéresser aussi les informaticiens, c'est que comme c'est immense, ces centres où on stocke les pages web qu'on interroge, ça consomme une énergie incroyable. D'accord ? Et bien, Google a été une des premières entreprises à s'intéresser à diminuer la consommation d'énergie et surtout à récupérer l'énergie consommée. D'accord ? Et je vais même aller plus loin, ça peut intéresser les informaticiens ici. On commence à développer des algorithmes. On ne cherche pas à ce qu'ils soient plus rapides, on cherche à ce qu'ils consomment moins d'énergie. D'accord ? Donc il y a toute une partie de l'algorithmique, hein, qui cherche à développer des algorithmes qui sont moins voraces en énergie et qui font la même chose. Et puis un dernier aspect qu'il faut avoir en tête, vous l'avez, c'est un aspect économique, hein. Ça veut dire qu'une entreprise, ben, elle aime bien que quand quelqu'un a posé une requête, d'une certaine façon, il apparaît une référence vers l'entreprise en même temps. Et pour Google, c'est important aussi parce que c'est comme ça que Google se paye. Puisque quand vous utilisez Google, vous ne payez pas, hein. Donc pour pouvoir gagner de l'argent, Google, il le fait en disant aux entreprises. Alors Google a choisi un système qui est assez agréable parce que, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais avant, le premier moteur de recherche, c'était je pense que c'était AltaVista. Et AltaVista, l'écran était bourré de publicité. C'était assez épouvantable à utiliser. Google, au contraire, son écran, il n'y a pas de publicité dessus, de façon très indirecte. Et donc, beaucoup d'entre vous le savent, hein, les entreprises, elles achètent des mots-clés. Hein, elles achètent des mots-clés, et quand elles ont acheté le mot-clé, eh ben, d'une manière ou d'une autre, on va référer vers leur entreprise. Donc, moi, je vais parler que de ce point de vue, mais il faut avoir en tête qu'il y a ces trois choses, hein, qui sont importantes. Et juste pour revenir à ça, et toujours un petit peu pour les informaticiens, il y a eu des choses remarquables de fait chez Google pour former les programmeurs à des techniques de programmation efficaces, sûres, etc. Hein, c'est très intéressant de regarder. Alors on va regarder Google dans ses différentes parties. Alors la première chose, c'est l'indexation. Alors bon, vous le savez, hein, en fait, ce qu'il y a, c'est que tout moteur de recherche, il a un petit robot, ou des petits robots, j'en sais rien. Hein, ici pour Google, c'est Googlebot. Et Googlebot, eh ben, il passe son temps à se promener sur les pages du web. D'accord ? Donc il part d'une page, bon, je pense qu'il part de plusieurs, mais c'est pas rien. On va faire simple, il part d'une page et il suit le lien vers toutes les pages où il peut. Et chaque fois, il demande, parce qu'il est correct, il demande est-ce que vous m'autorisez à indexer cette page. Hein, vous savez que si vous faites du HTML, vous pouvez dire à un endroit que vous ne voulez pas que le robot indexe cette page, ou vous ne voulez pas que le... Bon, un certain nombre de choses. Mais quand c'est autorisé, il le fait. Donc il parcourt les pages, et puis chaque fois qu'il renvoie l'indexation de la page dans la base de données. La base de données, elle n'est pas à un seul endroit, hein, il y a plein de grosses bases de données Google. Et puis la base de données, vous allez me dire à quoi elle ressemble. Elle ressemble à un immense, ce qu'on appelle un fichier inverse. C'est-à-dire que pour chaque terme que le robot a trouvé dans une page, il met la liste de toutes ce qu'on appelle les URL des pages. Donc ça va très vite, du coup. Si vous posez une question sur le terme X et le terme Y, il prend la liste de toutes les pages qui ont X, il prend la liste de toutes les pages qui ont Y, il fait l'intersection des deux et il vous donne la réponse. C'est facile à dire comme ça, mais c'est à peu près ça. Donc la première chose, hein, le robot, tous les moteurs de recherche. Alors dans les moteurs de recherche, il faut savoir en plus qu'il y en a deux catégories. Il y a des moteurs de recherche qui sont complets, puis il y a des moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'ils utilisent les autres, hein, pour ils offrent des services supplémentaires.
Alors dans les moteurs de recherche, c'est vrai que je ne vous avais pas listé. Je pense que le premier qui est apparu et qu'on peut dire qu'il était un vrai moteur de recherche, c'est AltaVista. Yahoo est apparu très vite, mais Yahoo avait une approche différente. Yahoo, il partait d'abord d'une première classification des documents par grand thème. D'accord ? Donc c'était plus un catalogue qu'un moteur de recherche à la AltaVista ou à la Google. Maintenant, peut-être ça fait les deux. Bon, pour être honnête, j'utilise surtout Google, donc je ne connais pas trop les autres. Alors, ici, ce dessin est merveilleux. Vous allez voir pourquoi. Ce qui fait que un Google, il est apparu à peu près, je dirais, 2-3 ans après AltaVista ou 3-4 ans, je ne crois pas me tromper beaucoup. Et pourquoi Google a gagné d'une certaine façon? Mais il a gagné parce que, tout à l'heure je vous ai dit, pour classer les pages, je vais les classer par ordre décroissant de similarité, c'est-à-dire plus ma question est proche de mon document, plus elle a une similarité forte, et je m'en sers pour classer. Et Google, il a dit, c'est pas vraiment ça pour classer les pages du web, je vais essayer de mesurer l'importance et la qualité d'une page, et je vais classer les pages. Une fois que j'ai des pages qui répondent à ma question, je vais les classer par ordre décroissant d'importance. Et cette importance, elle est mesurée par quelque chose. Après, vous allez voir qu'on a rajouté beaucoup de choses. Elle est mesurée par ce qui a fait la célébrité de Google, qui est le PageRank. Alors, qu'est-ce que c'est que le PageRank d'une page? Alors, bon, c'est la probabilité d'atteindre cette page quand vous vous promenez aléatoirement sur le web. Donc, vous vous promenez sur toutes les pages en suivant tous les liens pendant un temps infini pour que ça soit mathématiquement correct. Et la probabilité que vous avez de passer par une page, c'est votre PageRank. Alors vous allez me dire, avec ça, je suis vraiment enseigné. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce PageRank, il est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de pages qui pointent sur la page. Et il est aussi d'autant plus important que le PageRank des pages qui pointent est important. Et ce dessin, il vous dit tout. Regardez-le. Plus les petits bonhommes sont petits, plus ils ont un petit PageRank. D'accord ? Donc vous voyez que les pauvres là, qui sont là, ils ont un tout petit PageRank parce qu'il n'y a pas de page qui pointe sur elles. D'accord ? Mais par contre, ils sont très gentils parce qu'ils donnent du poids à la page qui est en bleu, parce que lui, il pointe, la page qui est en bleu, elle est pointée, je n'ai pas compté, par 5 ou 6 pages. Donc elle a un poids plus important. Et puis le jaune, lui, récupère tout le monde là-dedans, donc il a un poids très important. Mais regardez là, celle qui est en rouge ici. Celle qui est en rouge ici, il n'y a qu'une page qui pointe sur elle. Alors pourquoi elle est plus grosse que les petites qui sont en verte? Ben, elle est plus grosse parce que la page qui pointe sur elle, elle a un PageRank important. Donc ce qu'il y a derrière le PageRank, d'une certaine façon, c'est de dire, c'est de faire un espèce de saut, de dire si beaucoup de gens pointent sur une certaine page, c'est qu'ils pensent que cette page, elle a une qualité importante, d'accord? Ou inversement, si une page utilise des pages qui sont importantes, elle est aussi une page importante, d'accord? Il se trouve que ça, alors, bon, d'une part, l'algorithme à utiliser pour calculer le PageRank, enfin pour ceux qui font des maths ou de l'informatique, il n'est pas si compliqué que ça, d'accord? Donc ils l'ont implanté très vite, c'était à peu près, je crois, le sujet de leur thèse, qu'ils n'ont jamais terminé d'ailleurs, puisqu'ils ont créé l'entreprise avant de terminer leur PhD. Ça a très bien marché et ils ont battu AltaVista, vraiment battu AltaVista. C'est-à-dire que sur des requêtes identiques, ils amenaient des classements des réponses bien meilleurs. D'accord ? Alors ça, plus le fait que l'écran n'était pas noyé de publicité, ben, ça les a poussés en avant et Google a atteint la taille que vous connaissez maintenant. D'accord ? Voilà. Alors, au début, Google a surtout utilisé le PageRank pour mesurer l'importance de ces pages. Maintenant, vous verrez qu'il utilise beaucoup d'autres critères, ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais ce dessin est magnifique. Bon, pour les informaticiens, c'est un très joli... Vous pouvez le programmer vous-même, l'algorithme, c'est pas difficile. Il y est d'ailleurs sur le support de cours que je vous citerai tout à l'heure. Alors maintenant, on va regarder comment vous posez des requêtes avec Google. Parce que la plupart du temps, vous posez des requêtes que d'une seule façon. Mais peut-être je suis méchant. Si vous écrivez les deux termes physique-chimie, en fait, Google, il fait un « et ». D'ailleurs, Google, dans son interrogation, Google est un système de recherche booléen. C'est-à-dire, il vous ramène tous les documents qui correspondent exactement à votre requête. Vous
Vous ne le savez pas, parce que si vous ramène 100 000 documents, vous allez en regarder qu'une vingtaine, d'accord? Mais Google, il est purement booléen dans sa façon d'attraper les documents qui répondent à votre requête. Donc, si vous mettez rien, il fait un « et ». D'accord? Si vous voulez qu'il fasse un « ou », il faut le dire explicitement, vous mettez « or ». D'accord? Si vous ne vous rappelez pas, vous allez sur Advanced Search de Google et vous trouverez tout ce qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas que le terme y soit, vous mettez un moins devant, c'est sauf. D'accord? Si vous voulez qu'il vous donne exactement une certaine expression, vous la mettez entre guillemets. D'accord? Et puis maintenant, il est assez joli. Des fois, vous avez que des synonymes d'un certain terme en tête, il va faire le travail tout seul, mais vous pouvez lui dire explicitement que vous recherchez tous les documents qui ont un terme qui est synonyme de celui que vous donnez, vous mettez un petit tilde devant. D'accord? Voilà. Il y a d'autres choses, hein, je n'ai pas voulu le regarder. Hein. Si vous voulez faire des requêtes précises, allez sur Advanced Search. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'il a ramené souvent, d'ailleurs il vous le dit, hein, des fois il ramène en fait 10 000, 50 000 pages, il faut les classer. Alors, Google, de toute façon, ne vous donne pas la formule avec laquelle il classe, hein, mais on sait à peu près ce qu'il utilise. Il a une façon, en dehors du PageRank, il a une façon de considérer qu'une page est importante. J'imagine que c'est des choses du genre, si c'est dans Wikipédia, c'est pas si mal que ça, c'est pour ça que souvent les pages Wikipédia vous apparaissent sur la première page. D'accord? Il utilise évidemment le PageRank qu'on a regardé tout à l'heure. Il utilise la formule que je vous ai donnée tout à l'heure du TF-IDF, c'est-à-dire de prendre en compte la fréquence du mot dans la page et puis le nombre de pages qui portent ce mot. D'accord? Il utilise très bien la distance entre les mots, je vais vous le montrer sur un ou deux exemples. D'accord? Et puis il utilise aussi, il regarde de quel pays vient la requête, hein, dans quelle langue elle est posée, et ça l'aide aussi à vous donner, parce que c'est multilingue évidemment, Google, donc ça aide à vous rendre les réponses, si possible, dans votre langue. D'accord? Et puis il y a un tas d'autres choses, hein, de toute façon. D'abord, il faut voir que la formule qu'ils utilisent, elle évolue tout le temps, d'accord? Et que de toute façon, ils ne la donnent pas. En fait, dans ma tête, j'ai cherché sur recherche d'informations en chimie. Et puis moi, je pose la requête à la Google sans me fatiguer, je mets recherche information chimie. D'accord? Alors, si vous regardez, les 4 documents que j'ai obtenus, je l'ai fait hier, hein, donc c'est récent, ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Les 4 premiers, ils ne parlent pas de recherche d'information chimie. Ils ont bien les mots recherche quelque part, information quelque part ou chimie quelque part, mais ils ne parlent pas de ça. Le premier qui en parle, c'est celui qui est en 5e position ici, d'accord? Alors, bon, il se trouve qu'il en parle. Alors, comme Google tient quand même compte des distances entre... Vous voyez que les mots sont quand même proches, hein, parce qu'il en tient compte. Mais en tout cas, c'est le premier qui va en parler, c'est celui-là. Alors, je me dis, si maintenant, je ne mets pas entre guillemets, mais je pose ma requête avec recherche d'informations en chimie, et vous voyez, enfin, qu'il est meilleur, hein, puisque dans la première page, j'ai 3 documents qui parlent effectivement de recherche d'informations en chimie. Alors, vous allez me dire pourquoi il est meilleur, puisque s'il enlève les mots vides, il enlève « en », et puis il devrait enlever des apostrophes. D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'extraction des termes, pourquoi il est meilleur à votre avis? Eh bien, parce qu'il a reconnu le mot composé recherche d'information. Donc, en fait, ici, le travail qu'il a fait, il a dit qu'il y a un terme recherche d'information et il y a un terme chimie. Alors, il est meilleur dans sa réponse. D'accord? Évidemment, si vous voulez être très précis, eh bien, vous mettez recherche d'information en chimie entre guillemets. Si c'est ça que vous cherchez, vous voyez que ça sort beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'il faut savoir, il faut comprendre le moteur de recherche que vous utilisez pour avoir des bonnes réponses aux questions que vous vous posez. Alors une autre, je vous ai promis aussi, je vous ai dit qu'on verrait comment Google se sert de la reconnaissance des entités nommées et des liens associatifs. Je trouve que c'est assez magnifique maintenant. Hein. Ici, par exemple, j'ai posé la question Gérard Salton. Hein. Gérard Salton, c'est ce chercheur qui a beaucoup travaillé sur les systèmes de recherche d'information. Vous voyez que d'une part, il fait son travail classique. Il me donne des documents qui parlent de Gérard Salton. Mais il a reconnu que Gérard Salton, c'était une personne qu'il connaissait. Donc c'était une entité nommée. Et il me donne cette petite fiche à côté où il y a beaucoup de choses. Il y a d'une part un certain nombre d'informations sur lui. Et regardez en dessous, hein, il a cherché aussi les personnes ou les choses
qui étaient liés à Gerard Salton. Par exemple, cette dame, là, Karen Speke-Jones, c'est aussi un des grands noms de la recherche en information. Eh bien, Google, petit à petit, construit ce qu'on appelle un réseau sémantique, c'est-à-dire des liens qui existent entre les termes, mais là, des termes qui ont vraiment un poids sémantique important. D'accord ? Et je pense que vous commencez à le voir, hein, si vous utilisez vous interrogez sur un acteur de cinéma, vous interrogez sur un sportif, vous interrogez sur un logiciel, etc. Très souvent, il va vous sortir une très belle fiche comme ça. Hein. Et ça, c'est des grands... si ceux qui ont utilisé Google il y a 5-6 ans, on n'était pas à ce niveau-là. D'accord ? Hein, donc, on progresse tout le temps dans ce qu'on peut apporter. Et ce que vous voyez, on progresse parce qu'on prend de plus en plus en compte la représentation des connaissances que transporte le document, la sémantique des documents. Alors, bon, moi je vais terminer. Je vous ai mis quelques petits conseils ici. Ils ne sont pas... Bon, c'est les miens, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord. Allez voir au-delà de la première page. D'accord ? Trop souvent, vous regardez que la première page et on en apprend à aller voir, pas les 10 qui suivent, au moins les 2-3 premières. D'accord ? Ça, je vous l'ai déjà dit, pour obtenir des réponses plus précises ou plus exhaustives, hein, plus précises au sens de la précision, plus exhaustives au sens du rappel, eh bien, des fois, il faut utiliser les outils de recherche avancés. D'accord ? Une deuxième chose qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de reformuler la requête. Vous posez une requête, vous regardez la réponse, surtout ne vous dites pas c'est la réponse parfaite à ma requête. C'est surtout pas ça. D'accord ? Donc, regardez un peu ce qui vous répond, regardez les documents qui ne sont pas bien, et servez-vous aussi de ce que vous voyez dans les documents pour éventuellement poser votre requête un peu autrement. Déjà, par exemple, si vous regardez un document qui est bon, vous pouvez trouver des termes que vous n'avez pas mis dans votre requête, et si vous les mettez dans la requête et vous la relancez, vous allez avoir une meilleure réponse. Hein, des choses comme ça. Donc, reformulez vos requêtes. Ça, on sort un peu des moteurs de recherche, mais soyez critique sur les contenus des documents retrouvés. Hein. Des fois, les documents qui sortent, c'est des documents commerciaux, c'est absolument pas ce que vous cherchez, etc. Donc, hein, servez-vous intelligemment, entre guillemets, de votre moteur de recherche. Et puis une chose ici qui n'a vraiment rien à voir avec les moteurs de recherche, mais je la trouve très importante actuellement, hein, vous avez entendu parler, si vous souhaitez utiliser tout ou partie des contenus dans les documents que vous retrouvez, vous devez voir si vous avez le droit de les utiliser, et si vous avez le droit de les utiliser, vous devez citer de la façon la plus précise possible leurs auteurs et d'où ça vient. Et pour ceux qui sont qui eux-mêmes créent des documents sur le web, hein, c'est très cher de prendre un brevet ou un copyright, des choses comme ça. Je vous donne ici, vous pouvez aller voir sur ce lien, hein, il y a une façon ici d'attacher à un document, de dire ce que vous voulez qu'on en fasse. Hein. C'est très simple à utiliser. Hein. Vous pourrez regarder par exemple sur mes supports de cours. Ça veut dire, oui, je donne le droit à tout le monde de lire ce document. Oui, je donne le droit à tout le monde de le faire passer aux autres. Non, je ne donne pas ce droit, etc. Oui, je donne le droit d'en faire une utilisation commerciale, etc. Alors, ça n'a pas à voir avec les moteurs de recherche, mais ça a un peu à voir avec eux. C'est fondamental. Hein. Si vous voulez, si les utilisateurs ne respectent pas ça, eh bien, le web se refermera. D'accord ? Voilà. Et puis, je vais terminer par un dernier... Ah non. Alors, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Notamment, on fait des progrès immenses maintenant dans les recherches d'informations, dans les images, dans les vidéos, dans la parole. Bon, la musique, c'est peut-être un peu avancé, encore que même là, on fait des progrès, etc. Évidemment, ce n'est pas les mêmes médias, donc les techniques, mais le principe même, c'est de chercher Par exemple, pour les images, je peux vous dire, pour trouver la bonne similarité, on fait une espèce de mélange entre la couleur, la texture, et puis je crois la forme ou les choses comme ça. Hein. Bon, voilà, donc ça j'en ai pas parlé. Et puis une chose sur laquelle on commence à travailler, un moteur de recherche, il vous donne les documents qui parlent de ce qui vous intéresse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les systèmes de questions-réponses. Hein, c'est d'avoir une réponse précise. Par exemple, de pouvoir dire quelle est la date de la prise de la Bastille. Google, si vous lui mettez ça, il ne va pas être mauvais, il va vous donner des tas de documents qui parlent de la prise de la Bastille, parce qu'il a trouvé le mot prise, il a trouvé la Bastille, etc. Mais ça serait bien d'avoir un système qui vous répond 14 juillet 1789. Hein. Ce n'est pas un moteur de recherche, ça s'appelle un système question-réponse, mais on commence à faire des progrès dans ces systèmes-là. Hein. Voilà.
Et puis pour terminer, juste quelques petites références. Bon, je me permets de citer le cours que j'ai donné plusieurs années à l'université, et dedans, il y a d'autres références vers des livres. J'ai cité celui-là parce qu'il est intéressant pour voir pourquoi, actuellement, on ne sait pas directement interroger le texte en langage naturel. Les 2 premiers chapitres sont très bien faits, et il explique tous les problèmes de l'ambiguïté du langage, etc., qui est fait. Et puis, je vous le dis, c'est évidemment mon ancienne équipe de recherche et mon ancien laboratoire, mais au laboratoire L6, dans l'équipe d'INI, il y a beaucoup de recherches qui sont menées actuellement en recherche d'information multimédia. C'est à côté. N'hésitez pas à aller les voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé et je suis prêt à répondre à d'autres questions.